Bonsoir. Pour l'acte 4 du Live Talk de la semaine que nous avons entamé, nous vous convions à une grande séance de décryptage. Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo se sont exprimés ces dernières heures avec notre équipe d'experts. Nous allons passer au peigne fin les idées exprimées dans leurs différentes interventions. Notons également celle du président Affi N'Guessan. Et puisque nous sommes en pleine période électorale, notre candidat, Mike Danon, a été également reçu sur le plateau de candidats approchés par André Bois et Alain Toussaint. Nous allons ensemble suivre lui aussi son interview en toute fin d'émission. Débats et analyses, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Bonsoir et oyez, bienvenue sur notre plateau. C'est jeudi, c'est décryptage. Notez tout ce que nous allons avoir à vous dire au cours de cette émission. Comme dirait quelqu'un, verba volante, scripta manet. Bonsoir André Bois. Bonsoir Brice, merci de nous accueillir. Ça fait un moment qu'on n'est pas venu là ou pas? Parce que je sais pas. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, vous êtes. Vous avez un tout petit peu. Enfin, je ne dirais pas abandonné. Vous avez eu changé d'adresse. Ils ont changé d'adresse. On vous retrouvait désormais dans le studio d'à côté. Merci de nous accueillir. Merci Alain Toussaint, bonsoir. Bonsoir André. Et les dames sur le plateau Brice, sont... pardon, Brice. Oh, je vous en prie. Je sais que vous avez perdu l'habitude, c'est ça. Sur le plateau, on a André Bois, Alain Toussaint, mais les dames sont là. Edith Broubleu et Ryan Assi. Bonsoir mesdames. Bonsoir Brice. Comment ça va? Très bien, mais tu n'as pas précisé, donné la définition de Alors, il faut noter... cette citation latine. Bah oui, parce qu'on dit que les... C'est en latin, je pensais que c'était en pardon. atier. En atier Non, en atier, j'aurais mis l'accent. Voilà. Non, on dit que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. J'en ai beaucoup comme ça. Ok. Ouais. Bon. Je peux vous en sortir là comme ça tout de suite? Vas-y. Ça va. Non, vas-y. Vox Populi, Vox Dei. Voilà. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Duralex, Cedlex. Toi, tu vas trop loin. La loi est dure. Mais C'est la loi. Voilà. Pro patria, pro légué. Ça, c'est pour les gendarmes. Oui, c'est ça. Bon, On va retourner au français. On est au garde à vous, là. Voilà, donc tout au long de cette émission, je vous en sortirai comme ça, rassurez-vous. Sur ce, nos experts sont dans la place, sans plus tarder, nous allons démarrer notre session de décryptage. Verba, vous allez me dire, oh. Que ça, on va rouler en même temps. Bon, je vous en dispose. Bon, écoutez, les acteurs politiques sont à l'assaut des médias, des interviews sont données, on donne de la voix, on partage des idées, des convictions, des positions, des points de vue sur différentes chaînes. Bon, vous le savez bien, vous en avez reçu quelques-uns, Alain Toussaint et André Bois, mais à des moments, ils décident de s'exprimer ailleurs. En l'occurrence, le chef de l'État, le candidat Alassane Ouattara, qui s'est exprimé sur France 24, RFI et Le Monde. On pourrait un tout petit peu analyser les propos du président candidat. On commence par le chef de l'État, Alassane Ouattara, Oui. candidat. Bon, déjà, c'est un peu comme sur une piste d'athlétisme. Vous savez, le sprint, il a commencé, à 0 mètres, et puis vers les 75 mètres pour atteindre les 100 mètres, on double d'effort. Voilà, c'est un peu ça. Nous sommes vraiment dans le dernier sprint, et donc les hommes politiques ont décidé donc d'être sur des médias, des médias français à notre détriment, mais ils sont sur les médias. On le regrette d'ailleurs, faut le dire. Alors, on aurait souhaité qu'il s'exprime beaucoup plus sur nos médias. Alassane Ouattara, il faut expliquer que c'est dans un contexte où il a réalisé 2 interviews dans 2 journaux. Et cette interview, de mon point de vue, arrivait pour essayer de rattraper un certain nombre de choses qui avaient été dites dans ces... Je pense que donc, ça confirme le fait que c'est une vraie campagne de communication. C'est-à-dire qu'on dit quelque chose, on essaie de voir un peu le retour, et puis il fait cette interview qui, de mon point de vue, a essayé de rassembler un peu tout ce qu'il voulait faire passer comme message à la question de la justice, où il reprécise ses idées, etc. Donc, déjà, moi, le premier point que je voudrais qu'on aborde sur ce plan, c'est effectivement le choix des médias sur lesquels il s'exprime.
Alain Toussaint. Bon, oui, Oh, vas-y, Edith, vas-y. Non, Edith. Ok, d'accord. C'est vrai que le choix, on en a débattu aussi sur les talks précédents et même on en a vu également sur les réseaux sociaux, le fait que, en tout cas, que lui et la plupart des candidats puissent s'exprimer sur des médias étrangers avec une offensive véritablement sur certains qu'on connaît précisément. Est-ce que le choix est forcément fortuit? Parce que bon, de toute façon, que ce soit maintenant ou avant, la plupart également ont toujours, à un moment donné, préféré s'exprimer sur des médias étrangers. Donc, on en parle parce qu'on a ce n'est pas une adressé des nouveauté. invitations à des acteurs C'est ça. de la politique dans ce pays-là qui nous ont simplement affiché leur refus de Alors, groupement politique, enfin, donc ils savent. Et en plus, pardon, juste avant qu'Alain intervienne, on sait que le paysage audiovisuel ivoirien a été Il a modifié été avec ouvert. l'arrivée de Live TV Oui, et oui. bien d'autres. Donc forcément, on veut dire que l'offre existe pour que nos hommes politiques puissent prendre la parole, notamment nos dirigeants les plus importants. Voilà, surtout les candidats à la présidentielle. Après, c'est vrai que depuis des années, peut-être qu'il y a un certain reproche à la presse locale qui a été fait. Peut-être qu'il y a ça également à Mais prendre en André le compte. disait tout à l'heure, Est-ce les qu'il n'y a pas choses- également un complexe aussi, peut-être, du fait que, bon, on considère que les médias étrangers sont beaucoup plus, voilà, en griffe. Non. Je mets vraiment Plus en griffe, suivis, bon. plus suivis. À l'international. Voilà, à Non, mais si vous voulez, l'international. plus suivi, de toute façon, excusez-moi, je veux dire... Est-ce que ça donne véritablement du crédit de s'exprimer sur France Je veux 24, dire que RFI ou TV5, par exemple? les Ivoiriens qui sont, je dis, constamment sur TV5, vraiment, excusez-moi, on peut les compter, quoi. Ou les Ivoiriens, c'est vrai, France 24, et ça tourne beaucoup. Mais, excusez-moi, si dire que un homme si- politique important fait une déclaration sur une chaîne ivoirienne, eh ben, il y En aura fait, du monde. l'idéal serait que l'exclusivité, en tout cas de cette première intervention, soit idéalement donner sur une justement chaîne de une chaîne télé ivoirienne. locale, ivoirienne, et qu'ensuite, après, qu'elle puisse se faire sur une chaîne de télé Alain étrangère. Toussaint. Écoutez, je pense que les choix du président de la République sont souverains. Il choisit de parler aux médias qu'il veut. Mais comme l'a indiqué André, on libéralise. Pourquoi alors? On crée des chaînes de télévision privées à côté des chaînes publiques, des radios privées à côté de la radio publique ou des radios publiques, si c'est pour aller parler ailleurs. En fait, il y a ce que j'ai observé depuis une trentaine d'années, une vraie méprise, je dis bien méprise, des dirigeants africains qui pensent qu'en parlant à RFI, ils parlent à Mitterrand ou à Giscard ou à Macron, alors que le premier réflexe du dirigeant français le matin, quand il écoute la radio, c'est France Inter, Ouais. qui est le principal groupe public radiophonique en France, ou Europe 1, ou RTL, etc. Et Voilà. pour rebondir sur ce que tu dis, par exemple, lors des élections présidentielles aux États-Unis, par exemple, on ne verrait pas Trump ou Joe Biden ou même Obama s'exprimer sur une chaîne de télé européenne pour venir défendre ses positions. De même que vous ne verrez pas Macron ou François Hollande ou Ségolène Royal venir s'exprimer sur une chaîne de télé africaine pour défendre son La question son- qu'on se pose son ici, mandat. c'est à qui est-ce que vous parlez? Parce que si on parle aux Ivoiriens, qu'on est censé gouverner, on s'exprime sur des chaînes que ces Ivoiriens-là regardent, que ces Ivoiriens connaissent, des chaînes qui sont déjà dans la télé, dans la maison de Dans la ces culture des Ivoiriens, avec la Maintenant, culture de l'Ivoirien. tout à Donc fait. quand on s'exprime sur des chaînes internationales de la sorte, c'est une certaine peut-être classe de la population qui va avoir accès à ces chaînes-là. Et donc, à la fin de la journée, on se dit à qui est-ce qu'il parle? Et À puis, qui est-ce qu'il s'adresse? Tout à fait. Bon, tout à l'heure, je parlais de méprise de la part des dirigeants, mais il y a aussi la méconnaissance des médias de la part des conseillers. C'est ça. Voilà, qui ne savent pas exactement le poids des différents médias. Je veux dire, quand vous prenez une chaîne de télévision comme Live TV, qui en moins de 6 mois est quand même parmi les chaînes les plus regardées, on a quand même de quoi s'interroger sur les choix qui sont faits. En allant parler à France 24, qui est une chaîne élitiste, Ou à Deutsche Welle, ou à c'est encore TV5, 24. ou voire même à des chaînes internationales russes comme RT France, dont on ne connaît même pas l'audience et l'impact en Côte d'Ivoire. Donc, bon, je pense qu'en sortant de cette séquence politique, dans les mois qui viennent, il faudra peut-être que les professionnels des médias et les autorités s'accordent à la prise de parole des officiels, que chaque trimestre, le président ait à parler à un groupe de télévision, le trimestre suivant, les radios, ensuite la presse privée, les agences de presse nationales, parce que la légitimité politique, il faut aussi que ces médias puissent l'avoir. Ouais. Quand on a une appétence pour aller parler sur RFI, aller parler sur France 24, TV5, qui sont des médias qui appartiennent à l'État français, vous voyez, RFI au départ s'appelait même le poste colonial. Donc RFI, c'est la voix de la France. Moi, j'ai rien contre, ce sont des confrères. J'ai eu à travailler même avec d'autres médias de ces groupes-là. Mais il faut qu'on donne la légitimité
politiques et professionnels aux médias nationaux. Sur ça, sans avoir à répéter encore leur nom, parce qu'effectivement, si quelqu'un me dirait on leur fait de la pub, enfin, c'est pas bien grave, c'est qu'une fois qu'on considère que c'est des médias qui sont les plus regardés et qu'on regarde leur histoire, c'est-à-dire c'est des médias qui viennent d'ailleurs, une fois qu'on libéralise, ça veut dire qu'on veut que la tendance s'inverse. Donc justement, c'est là où les conseillers et nos hommes politiques et nos dirigeants font une erreur. C'est à vous maintenant de valoriser ces chaînes que vous avez justement, à qui vous avez accordé des compétences ici. Moi, je vois la jeune équipe de Live TV, les jeunes journalistes qui sont au Four Moulin, qui produisent des journées d'information chaque jour. Après, le choix n'est peut-être pas fortuit. Il s'agit peut-être de s'adresser justement à l'opinion internationale. Non, mais personne. Je dis, Macron n'est pas pointés, affichés devant France 24 ou RFI. Ils ont des diplomates qui leur font des notes, ils ont des conseillers, etc. Voilà, c'est-à-dire que chaque dirigeant valorise le média de son pays. Par exemple, dans le cadre de la campagne américaine, il y a une émission sur la chaîne américaine CBS qui s'appelle 60 Minutes. Et cette chaîne, à l'occasion de la présidentielle, reçoit les candidats, donc le chef, donc le principal candidat et son colistier. Vous voyez ? Mais jamais ces gens-là iraient d'abord parler à une chaîne russe ou française avant d'avoir parlé aux médias nationaux. Je crois que le message il est passé. On va revenir à ce qui a été dit, on parle un tout petit peu de la forme, dans le contenu, dans le fond. Eh bien, on s'intéresse dans un premier temps, donc, dans l'interview du président Ouattara, au renouvellement de la classe politique. Quelle lecture vous en faites Moi, je considère, en tout cas, dans cette dernière interview qu'il a donnée, qu'il a fait une sorte d'ouverture de lucarne sur l'avenir, en tout cas sur l'avenir, donc parce qu'il dit, en tout cas globalement, qu'il exclut formellement de se représenter en 2025. Il appelle également au renouvellement de la classe politique et il souhaite en tout cas que l'ancien chef de l'État puisse revenir en Côte d'Ivoire. Donc voilà, il appelle vraiment après à une sorte d'ouverture pour la suite. En tout cas, je pense que ça ne concernerait pas ces élections, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment parler de renouvellement de la classe politique quand ce sont les mêmes acteurs qui sont sur la scène, encore une fois. Mais on a bien vu le président dire que ça se jouerait plutôt sur son type de gouvernance, sur ceux qui allaient l'accompagner, donc que ce serait une nouvelle génération. Et donc je pense que c'est ça un peu sa façon de voir le renouvellement de la classe politique. Mais je ne pense pas qu'aux yeux de tous, ce soit un renouvellement. Oui, c'est clair qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de renouvellement. Lui, Alassane Ouattara, on s'est rendu compte qu'effectivement, il avait choisi le renouvellement puisqu'il avait choisi un candidat qui malheureusement nous a quittés. Donc est-ce qu'il n'aurait pas dû rester dans son élan et choisir un autre candidat? On peut toujours se poser la question. Mais aujourd'hui, si on doit décrypter cette interview, il prend le choix encore de faire confiance à une nouvelle génération. Donc, on se dit, dont acte, on va voir, mais il affirme de plus en plus, et il affirme là encore qu'il ne va pas être candidat. Bon, en fait, ce sont des intentions qui sont tout à fait louables, je pense. Je pense qu'il équilibre pas mal les choses. Donc, il équilibre pas mal les choses parce qu'il affirme que c'est à la demande vraiment des Ivoiriens et de son parti qu'il se présente. Mais à côté de ça, il tient vraiment à renouveler justement cette génération d'hommes politiques. Alain Toussaint. Moi, je vais juste intervenir sur l'opportunité de cette dernière interview sur France 24 qui a été réalisée après 2 interviews dans la presse écrite Libération et le JDD, le journal du dimanche, et 2 interviews que j'ai trouvées d'un point de vue politique catastrophique. D'autant que ces 2 interviews mettaient en lumière des contradictions sur la question judiciaire concernant Gbagbo, sur l'octroi de son passeport. Et au niveau même de la sémantique, j'ai trouvé qu'il y avait des propos qui n'étaient pas les bienvenus. Et l'intervention en télévision a permis au président de corriger ces propos qu'il avait tenus. Et parfois même, il a refusé de répondre à des questions lorsqu'il jugeait inutile d'alimenter la polémique. Voilà. Maintenant, sur le renouvellement de la classe politique, ce ne sont pas des propos nouveaux. C'est sur cette base-là qu'il avait déjà fait confiance à feu l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Maintenant, on verra aux actes. On va déjà voir une vidéo, pour choisir un de vos mots. On va voir une vidéo à propos du report des élections. C'est un morceau choisi. Mais vous savez, moi j'ai toujours la constitution de la Côte d'Ivoire dans ma poche. J'espère que je ne vais pas déranger votre micro. Mais vous savez, la constitution est là. La constitution dit que l'élection présidentielle doit avoir lieu le 4e samedi du mois d'octobre de la 5e année du président de la République.
Même si je le voulais, je ne pourrais pas le faire. Alors, tout de même, ce sont des anciens responsables de ce pays. Un ancien président de la République, un ancien Premier ministre. Nous avons notre Constitution qui fixe la date des élections, comme aux États-Unis, le premier mardi du mois de novembre, comme au Ghana, le 7 décembre. À cause des tergiversations du passé, nous avons inscrit cela dans la Constitution. Moi, je ne veux pas être un parjure, je ne peux pas changer la date. Et ils le savent, cette Constitution date du 8 novembre 2016. Donc c'est définitif. Donc depuis ferme. le 8 novembre 2016, ils savent que nous aurons des élections. Déjà, la symbolique de la Constitution, ça nous ramènerait à une parole que ma parole ne s'éloigne jamais de toi. C'est une petite Bible. En tout cas, il est dans son cas, rôle de... un livre saint. Il est bien dans son rôle de garant de la Constitution, donc il se fie à la Constitution, quels que soient les événements qui se passent. Après, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi regarder aux circonstances Je pense dans un contexte comme celui qu'on connaît en ce moment, où tous les autres acteurs estiment que les conditions ne sont pas réunies pour aller à des élections apaisées, mais il est dans son rôle de garant de la Constitution, coûte que coûte. Non, moi, c'est pas l'argument sur le garant de la Constitution, c'est pas ça qui me fait parler le plus. Moi, c'est la réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il faille reporter les élections? Moi, je ne crois pas. Moi, c'est mon avis. Je pense que les acteurs politiques qui demandent le report n'ont pas été francs jeu avec nous. Je pense qu'ils ont un autre calendrier qu'ils avaient depuis longtemps. Ce qui, de mon point de vue, la Constitution, parce que, à vrai dire, un accord politique peut faire dire plein de choses à la Constitution. Donc, c'est pour ça que, même dans le débat sur l'éligibilité, je n'ai pas voulu m'arrêter sur la Constitution. Je pense que si les hommes politiques s'entendent, parce qu'ils considèrent, ils ont la même lecture de la situation, ils peuvent reporter les élections. Mais là, je pense que, bon, politiquement, voilà, il y a des gens qui ont déposé leur candidature, ils ont participé à faire la CEI, à quelques jours, ils demandent de reporter les élections. Moi, je ne vois pas l'intérêt. Il le dit bien, la date quand même des élections était connue depuis pas mal de temps, donc tous les acteurs étaient censés la connaître, donc... D'une certaine manière, il reprend l'opposition qui, depuis le début, appelle à un report des élections. Il reste ferme sur sa position. Je pense que c'est bien joué, en tout cas. L'argument principal, c'est une date constitutionnelle. Oui, c'est une date constitutionnelle. Il a bien présenté, il sort le document de son... Il sort le document de sa pochette, il réaffirme que c'est une date constitutionnelle et qu'un report n'est pas envisageable. Oui. Bon, je ne pense pas que le contentieux principal avec l'opposition soit lié à la question de la date. Non, oui, ils l'ont demandé ensuite, mais la première contestation venait du fait que le président, selon le troisième mandat, voilà, selon les opposants, était dans une candidature illégale. Et ensuite, ils avaient invoqué la question du Conseil constitutionnel, voilà, etc., etc. Maintenant que le président de la République, qui effectivement est le garant de la Constitution, en appel à la Constitution pour justifier le maintien des élections à cette date-là, c'est un sujet qui peut être en fait discuté. Parce que quand il y a une situation de tension, avec des crispations et de la violence, à un moment donné, il faut donner de la force même à la fonction qu'on occupe. Je vais juste, avant de passer la parole à André, mais rappeler à notre mémoire qu'entre 2002 et 2010, Laurent Gbagbo, qui était président de la République, a dû prendre une ordonnance, par exemple, pour régler la question de l'éligibilité du président Ouattara. Et bien avant, il avait aussi, par la Constitution, reporté la date constitutionnelle des élections. Donc je pense qu'en politique, il faut toujours, profiter des opportunités de dialogue. Parce que s'il faut chaque fois emprunter le passage en force du point de vue des opposants, je ne pense pas que ce soit profitable à la population. Oui, Alain, c'est bien pour ça que je m'apprêtais à réagir, pour sortir encore le fameux mot « je ne suis pas d'accord avec Alain ». Mais Alain, ça dit qu'on est dans une situation où tout le monde peut vouloir mettre une petite brindille à gauche, à droite et demander un report. Je pense que ça fait partie aussi d'une stratégie. On construit un État en se disant aussi qu'on doit tenir nos engagements et les élections, etc., etc. Parce que moi, je n'accepte pas ce que l'opposition fait, enfin, n'accepte pas ou je ne suis pas d'accord avec eux. Je pense qu'on n'est pas dans un mouvement qui est massif au point que, objectivement, parce qu'à un moment, il faut être honnête, on peut être amené à dire reportons les élections. Mais là,
on envoie 2-3 personnes, mais tu mets le trouble à gauche. Pourquoi? C'est pas comme ça. Ils doivent construire une vraie opposition. Bon, c'est pas moi qui vais donner le conseil, mais une vraie opposition qui va vraiment mettre à mal le pouvoir en termes de mobilisation. Non, mais André, est-ce que justement vous évoquez les manifestations? Parce que dans le fond de la contestation, il y a également une opposition politique que certains remarquent, qui est beaucoup plus importante que les manifestations que vous évoquez. Oui, l'opposition politique existe, puisqu'aujourd'hui, ça, on ne peut pas le nier. Lui-même, il a souvent dit ici, il faut qu'on s'assied autour d'une table. Quand votre opposition n'est pas autour de la table, quelque part, c'est aussi une forme d'échec pour le pouvoir, parce que ce qu'on espère dans le pouvoir, c'est de faire parler toute la classe politique. On est d'accord là-dessus. Mais la classe politique en question a participé à former cette CEI. Ce que vous évoquez, c'est le timing? Oui, moi, c'est le timing. La CEI qui est là a été réformée avec tous les membres. Dites-moi, moi, je peux juste poser une question. Je ne suis pas en face d'Afin N'Guessan, mais qu'est-ce qui est différent entre 2015, où Afin N'Guessan était candidat, et 2020, où il est encore candidat au niveau de la CEI? La différence, c'est que la CEI s'est même plus étoffée en termes de transparence au profit de l'opposition. Donc moi, c'est bizarre. Alors, on parle du report. Il faut bien comprendre que la demande du report est venue dans un certain contexte. C'est qu'il y a des demandes qui ont été formulées et qui semblaient ne pas être entendues. Il y a eu une ouverture au dialogue qui n'a pas été, la main n'a pas été tendue en retour pour le dialogue. Et c'est au vu de toutes ces demandes assez insistantes que justement on partait quand même à des élections et donc l'opposition a dû se dire il faut qu'on reporte parce que toutes les demandes que nous avons formulées pour aller à des élections qui convenaient à tous n'ont pas été prises en compte. Donc on a l'impression que bon, Monsieur le Président, vous fermez un peu les yeux. Les raisons du report sont également pour dire il faut reporter pour pouvoir mieux organiser les choses. Mais revenons sur les raisons du report. Première raison, il faut qu'on réforme le comité central de la CEI. Le PDCI. Au début, il n'était pas question du report. Au début, la date était la date, il y a eu ces demandes, mais il n'y a pas eu de réponse. Revenons sur la demande. CEI, il fallait un nouveau membre en plus. Le PDCI avait un membre, ils ont refusé de l'envoyer. Le gouvernement, les CEI locales, ils ont demandé à ce qu'on refasse les élections. Vous vous rappelez, Afin N'Guessan a fait un message demandant à tous ses partisans de ne pas être candidats au CEI local. Je ne sais pas. Non, mais André, je pense qu'il ne faut pas être partial dans l'information qu'on donne. Le refus de l'opposition vient du fait que le gouvernement a, semble-t-il, refusé d'exécuter les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Je viens de te dire que si. Non, mais quand le gouvernement se plie à ces décisions, c'est quand même plusieurs semaines après. C'est depuis avril 2020 que la Cour africaine avait déjà commencé à délivrer ses premières décisions. Donc, quand vous parliez tout à l'heure de l'opposition qui perd le temps, moi je crois que les deux partis ont joué avec le temps. Bon, voilà. Moi j'ai une question pour clore ce point. Est-ce que vous imaginez, nous sommes jeudi, vendredi les élections sont prévues samedi, est-ce que vous pensez que ce report-là peut intervenir? Oui. Absolument pas. Le report peut intervenir à la seule condition que ça respecte ce que dit la Constitution. Après, on a toujours deux candidats qui sont... La Constitution dit s'il y a un événement particulier qui empêche les élections. Candidats qui sont en train d'aller aux élections. Oui, je pense que Afi, pour répondre à sa question. Il a dit, Afi, N'Guessan et Henri Konan Bédié n'ont pas prévu de boycotter l'élection. Ils ont prévu quand même de continuer à s'y présenter. Non, ils sont candidats, mais ils appellent au boycott. Non, ils ont dit qu'ils sont candidats, mais ils contestent les conditions d'organisation de l'élection et qu'ils ne se sentent pas concernés. On évoque le point du passeport du président Laurent Gbagbo. On va suivre l'extrait et la réponse du président Ouattara sur cette question-là. De laisser passer. Oui, tout ça est en cours de règlement. Vous savez... Non, mais laissez-moi juste finir. Il dit que vous avez refusé de lui accorder. Non, ce n'est pas vrai. Ah bon? Vous savez, je veux que Laurent Gbagbo rentre dans des conditions normales. Et pourquoi ne pas lui donner un passeport? Non, le passeport est en cours de délivrance à ma connaissance, donc ce n'est pas un souci. Mais pourquoi je lui refuserais son passeport? Il dit qu'on lui a refusé. Mais c'est ce qu'il dit, mais ce n'est pas ce que moi je constate. Cette réponse-là, j'ai envie de dire, elle n'est pas nouvelle. Hein. Il est en cours de délivrance. Depuis juillet, je pense. Ouais. Oui, la réponse, évidemment, elle est diplomatique. Ça, il faut qu'on s'accorde là-dessus. Je pense bien. Mais là où je l'ai redit sur ce plateau, je pense qu'il n'y a pas eu suffisamment de propos hors caméra pour le dossier passeport de Gbagbo. Je pense que la stature du président Gbagbo veut que quand même, il aurait dû y avoir, j'espère que c'est ce qui a été fait, il aurait dû y avoir des tractations d'abord, avant de nous mettre ça sur la place publique. Je pense que ça compte.
Parce que là, ils vont jouer comme ça, toujours. Bon, nous, son dossier en cours, c'est des propos très diplomatiques. Mais quand tu dis qu'il aurait dû avoir des tractations d'abord, est-ce que vous pensez qu'il n'y en a pas eu? Laurent Gbagbo lui-même s'est rendu directement, sans peut-être en informer. Mais c'est de ça que je parle. Voilà, donc ils ont été mis sur le fait accompli. Peut-être qu'il y en a eu aussi. Ils ont été mis sur le fait accompli, je pense. Non, mais finalement. le fait, non. Brice, qui pose la question. Le fait que Laurent Gbagbo se rende directement, ça veut bien dire qu'il n'y a pas eu de tractation. Ça veut peut-être dire aussi qu'il y a eu des tractations qui n'ont pas abouti et il a décidé de passer à une autre. Donc il a le droit de se rendre. Oui, quand je dis citoyen normal, c'est un ancien président. C'est un ancien président. Il y a eu des tractations qui n'ont pas marché, donc ok, je mets plus la pression, je me rends moi-même. À ce moment-là, cette hypothèse m'amène à changer mon avis là-dessus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il s'est vu refuser toute écoute hors caméra, je pense que là, en ce moment-là, il est dans son droit de ruer un peu dans les brancards et de venir devant la face de la nation pour dire « remettez-moi mon passeport ». Après, je pense que c'est une stratégie, certainement, de pouvoir mettre devant le fait accompli. Voilà, moi, je pense que ça aurait pu se prendre l'opinion publique internationale à témoin. C'est ça, c'est possible. Le président n'a jamais dit qu'il ne te donnerait jamais son passeport. Il attend juste un certain timing. Non, il dit que c'est en cours, donc ça va. Mais ça rejoint justement ce qu'on dit, parce que là, c'est un propos politique. Tout est dans la stratégie. Est-ce que les conditions sont faites? Il faut peut-être un accord politique, je ne sais pas. Quelqu'un me dira non, mais on n'a pas besoin d'un accord politique. Il donne. Mais avant tout aussi, c'est le président Gbagbo quand même. Bon, c'est un citoyen, il a le droit de demander un passeport. Bon. Alors, on va, si vous le voulez bien, aborder le point de la deuxième interview, celle qu'a donnée le président Affi N'Guessan, cette fois sur, encore une fois, France 24 et Radio France Internationale. Bon, évidemment, vous avez compris qu'il y avait une série d'interviews qui avaient été prévues avec des hommes politiques. Et Pascal Affi N'Guessan, à propos de la candidature du président Ouattara, s'est exprimé. Vous l'avez noté, vous l'avez décrypté, vous l'avez analysé, vos différents points de vue. Oui, on reste toujours sur le même point de désaccord. L'opposition ne veut pas de la candidature de Ouattara qu'elle juge illégale. D'accord. Nous abordions avant la pause la question de l'interview du président Affi N'Guessan à propos de la candidature du président Ouattara, de la désobéissance civile et du point Tidiane Tiamon. On va regarder déjà un extrait du président Affi et revenir juste après pour la suite. Alors, Alassane Ouattara affirme que la raison pour laquelle vous et l'ex-président Henri Konan Bédié boycottaient cette élection, c'est parce qu'en fait, vous savez très bien qu'elle est perdue. Non, nous ne boycottons pas, nous sommes candidats, mais nous contestons les conditions d'organisation de cette élection. Et pour nous, donc, le 31, il n'y a pas d'élection, puisqu'il n'y a pas de commission électorale indépendante conforme à la loi ivoirienne et aux standards internationaux. Il n'y a pas de distribution de cartes d'électeurs. Le processus est entravé sur l'ensemble du territoire. Et nous-mêmes, nous sommes candidats, mais nous sommes exclus de cette compétition. Donc, elle n'est pas inclusive. Et donc, pour nous, l'opposition ivoirienne, il n'y a pas d'élection le 31 octobre. Tout peut se passer, mais ce n'est pas une élection qui pourrait être reconnue par l'opposition. Alors, c'est dit, hein, on remarque, nous sommes candidats, mais nous contestons les conditions. La question que j'aimerais poser, c'est surtout sur la dernière phrase. Hein, quel que soit ce qui se passe, il n'y aurait pas d'élection que nous reconnaissions. Mais dans le cas où, par exemple, il serait élu, là, il la reconnaîtra ou ça ne peut pas arriver. Non, mais puisqu'il est toujours candidat. Mais oui, ça peut arriver. Mais je veux dire, il n'y a pas eu de mot d'ordre. La preuve, on dit... Pardon ? Non, mais je veux dire, soyons objectifs. Le monsieur dit, on conteste les conditions de cette élection. Par miracle, vous voulez dire. Parce qu'il n'y a pas eu de consigne de vote à ces candidats, à ces électeurs. C'est la politique physique. Je sais pas. On ne peut pas dire une chose et dire son contraire à la fois. On ne peut pas dire je suis candidat à cette élection, mais quelle que soit la tenue de cette élection, je ne reconnaîtrai pas. Parce que si jamais tu es élu président, est-ce que tu reconnaîtrais cette élection ou pas? Mais qui a le droit de reconnaître une élection? C'est assez paradoxal. Qui reconnaît une élection? C'est à l'opposition de reconnaître. Non. Il y a la CEI. Il y a la validité de l'élection. Tout à fait. D'un point de vue juridique, il y a la valeur juridique d'une élection et puis il y a la valeur politique que donnent ceux qui ont participé à l'élection. Enfin, ça irait même à une forme de manipulation. Après, mais voilà, il joue le rôle de l'opposition qui veut que ce processus soit altéré. L'objectif peut-être c'est d'arriver à un report des élections. En tout cas, je pense que c'est ce qu'il vise. Mais je ne suis pas d'accord avec lui lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de distribution de cartes d'électeurs, sachant que la CEI a donné, nous dit qu'il y a plus de 3 millions de personnes qui sont déjà allées retirer. Mais lui n'est pas d'accord avec vous sur ces chiffres-là, certainement. Donc c'est un peu aller... Non, mais là, Brice, il ne s'agit pas d'être d'accord ou pas d'accord. Il s'agit de dire c'est des faits. Voilà, c'est tout. Si ces faits-là sont avérés, il faut que nous, on ait quelqu'un qui nous atteste. Or, celui qui atteste, c'est l'institution. Donc pour l'heure,
Je pense que nous Jusqu'à preuve du contraire, nous, on est obligé de croire à l'institution. Et lui, de sa position politique, il remet en cause et la légitimité et la légalité de cette commission. Là, évidemment, c'est la question de la confiance qui se pose. Les opposants, enfin, la coalition de l'opposition n'a pas confiance en la structure qui organise les élections, en tout cas l'élection présidentielle. Et quand Afi dit que nous sommes candidats, mais que nous ne sommes pas concernés par ce qui se passerait le 31, c'est quand même... Non, il n'y a pas de contradiction. Mais si, dans la mesure où... Non, c'est-à-dire que... Termine, s'il vous plaît. S'il vous plaît. L'opposition, en tout cas ces deux-là, M. Bédié et M. Afin-Guessan, restent candidats à la prochaine présidentielle, mais ils ne considèrent pas que la date du 31 soit celle qui devrait être la date de l'élection, puisque les conditions ne seraient pas réunies d'après eux. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont lancé l'appel à la désobéissance civile dans le but d'infléchir la position du gouvernement. Oui. Maintenant, est-ce que Afi ou M. Bédié recueilleraient le suffrage majoritaire au point d'être élu président? Je pense que ça va être un peu compliqué, d'autant qu'eux-mêmes n'ont pas battu campagne pour faire connaître leur projet de société. Je pense bien ce que je disais. Et puis, au cours de cette interview, il annonce, en tout cas, Afin-Guessan annonce, que Tidjane Thiam rejoint l'opposition. Oui, c'est une recrue de taille, sans de jeu de mots, parce que Tidjane est assez, en tout cas bien, assez grand, voilà. Bon, écoutez, c'est sans surprise, c'est un enfant du PDCI, voilà. Même s'il a quitté le pays depuis quelques décennies, mais il a toujours gardé un œil sur la vie politique, économique et sociale ivoirienne, et c'est un juste retour des choses. Maintenant, est-ce que cela va insuffler de la dynamique supplémentaire? Est-ce que ça va être une plus-value pour l'opposition? On verra bien. On sait que c'est un homme de réseau, c'est un proche d'Emmanuel Macron. Est-ce que le fait qu'il dise officiellement qu'il est désormais avec l'opposition va amener un regard nouveau de la France, très discrète depuis la dispute électorale sur le dossier ivoirien? Est-ce que cela va faire bouger les lignes, etc. Moi, en écoutant les proches du pouvoir, en écoutant les interviews du président Ouattara, je n'ai pas le sentiment pour le moment que le gouvernement soit sensible à ce mercato politique important. Oui, mais bon, je ne sais pas, tu l'as dit toi-même, c'est sans surprise. Moi, je dirais qu'il n'y a pas d'info. Parce qu'évidemment, il est du PDCI, c'est connu. Voilà, mais jusque-là, il était un acteur de la société civile, de cette façon de parler, parce qu'il est dans les milieux économiques. Donc, il n'y a pas de... Mais est-ce que le fait que ce soit Afin-Guessan qui nous le dise, c'est dans l'esprit, c'est là où je m'interroge aussi par rapport à ce qu'a dit Alain Toussaint, dans l'esprit d'Afin-Guessan, ça représente une vraie prise qu'il faut présenter, puisqu'il est très proche d'un certain nombre de cercles économiques, etc. Sinon, une chose est sûre, il n'y a pas d'info. Est-ce que ce n'est pas déjà annoncé que Tidjane Thiam se lance véritablement, finalement, dans l'arène politique? Est-ce que ce n'est pas le premier message qu'il faut retenir? Ça fait plusieurs mois que Tidjane a actionné des clubs de soutien à Paris. Mais jamais on avait noté qu'il... On s'en rappelle, Brice, on avait reçu sur ce plateau le gouverneur son aîné, Yann Sokro, qui nous disait qu'il n'était pas fermé justement à cette idée. Donc c'est pas... Ok, c'est pas une surprise. On va s'intéresser, si vous le voulez bien, messieurs et mesdames, au troisième point de notre décryptage. C'est la troisième interview, celle du président Laurent Gbagbo, aujourd'hui même sur les antennes de TV5. Et également, il a parlé du renouvellement de la classe politique. Il a aussi évoqué la question du report des élections. Si vous le voulez bien, on va regarder un extrait de cette interview-là. Qu'est-ce qui nous attend au lendemain du 31 octobre ? La catastrophe. Ce qui nous attend, c'est la catastrophe. Et c'est pourquoi je parle. Il faut qu'on sache que j'ai parlé. Il faut qu'on sache que je ne suis pas d'accord pour aller pied de point lié à la catastrophe. Pour qu'on sache que j'ai dit qu'il y avait autre chose à faire. Il faut discuter. Déjà, pour ceux qui s'interrogeaient sur les raisons de la sortie de Laurent Gbagbo, en tout début d'interview, il dit qu'il faut qu'il s'exprime pour ne pas qu'il ait l'impression d'avoir été un acteur passif de ce qui est en train de se produire. D'accord avec vous? Oui, sachant qu'en plus, il a précisé aussi dans
dans l'interview à Denise Epoté, qu'il n'a pas la possibilité pour l'instant de revenir dans son pays, parce qu'il voulait d'abord revenir dans son pays pour pouvoir s'exprimer donc publiquement. Donc ce ne sera pas le cas en tout cas pour l'instant. Et qu'il ne fallait pas qu'on lui reproche de n'avoir pas parlé. De ne pas parler, de ne s'être pas exprimé en tout cas sur la situation sociopolitique de son pays. Donc il a décidé de le faire. C'est vrai que le mot qu'il a employé est assez fort, parce que quand il a dit catastrophe, la chute, je lui dis oh là là, c'est vraiment fort. Mais c'est son opinion, c'est sa vision, mais il a quand même appelé au dialogue. Je pense que ce qu'il faut retenir en tout cas de son interview, c'est qu'il a appelé au dialogue. Je me demande si ça avait été Adjoumani qui avait prononcé ça, si ça avait été, je ne sais pas, tous ces gars sur qui on tape matin, midi et soir. Pour moi, c'est une vraie déception. Franchement, je le dis, les yeux dans les yeux à mes compatriotes, c'est une déception cette interview. Okay. Président Gbagbo, pour moi, sa parole est attendue, comme vraiment quelqu'un qui a vécu 10 années très difficile, il a supporté une injustice, il a vécu en prison. Quand il prend la parole pour la première fois, pour moi, ce n'est pas venu de dire que le pays va à la catastrophe. Mais je vais vous rappeler juste une chose. En 1995, Gbagbo Laurent n'était pas candidat. Il a décidé de ne pas être candidat. La Côte d'Ivoire n'est pas allée dans la catastrophe. En 2000, Alassane Ouattara n'était pas candidat. Bédié n'était pas candidat. Gbagbo Laurent était candidat. Le pays n'est pas allé à la catastrophe. Il y a eu une élection. Je me dis que Laurent Gbagbo, c'est un personnage politique. Il vit la politique. Il ne peut pas venir nous dire que le pays va à la catastrophe avec ce qu'on a vécu en 2010. Donc moi, déjà, je trouve que l'interview à ce niveau-là, pour le message, pour l'espoir qu'il aurait pu représenter, pour moi, c'est un vrai échec. On va revenir sur la suite de l'interview, parce que derrière ça, il y a des appels à la négociation, au dialogue et à la paix. Il y a ça également qu'il faut retenir. C'est comme quand Alain te dit que l'interview dans Le Monde était une interview qui n'est pas bonne. Enfin, on retient ce qui est plus... Je vais dire, sinon, effectivement, il dit beaucoup de choses. Mais je retiens ce qui, pour moi, résume vraiment l'ensemble de son propos. Et pour Alain, il y a autre chose que vous retenez. Oui, bien sûr. Le mot catastrophe semble effrayer André, mais moi je l'entends... il a l'air vraiment effrayé quand vous l'entendez. À deux niveaux, c'est-à-dire la catastrophe, effectivement, ça peut être des affrontements violents, mort d'hommes, destruction de biens, etc. Mais la catastrophe, ça peut être aussi au lendemain du 31 octobre, la mise sur pied d'un gouvernement par le vainqueur de l'élection, et qui serait confronté à des manifestations de l'opposition et qui, du coup, pourrait rendre le pays ingouvernable. La catastrophe, ce n'est pas forcément des destructions de vies humaines ou matérielles, etc. Et la catastrophe, c'est aussi... Du point de vue institutionnel, oui, bien sûr. Non, attendez, j'explique. Cette explication me semble tirée par les cheveux. Tu ne prends pas son terme catastrophe au sens littéral du terme. C'est ça. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. C'est ce que j'explique, parce que la catastrophe, ça peut être le délitement de la société. Alors que les élections doivent être un moment de rassemblement, débat d'idées, projet contre projet, on irait vers ce que Gbagbo appelle une catastrophe. C'est très intéressant quand vous me dites ça, parce que je vous ai rappelé, j'ai été très factuel. La catastrophe, délitement, comme on veut, on donne le nom qu'on veut. Ça s'est passé comment en 1995 ? Ça s'est passé comment en 2000 ? Je veux dire que... Peut-être qu'André, ce n'est pas le même contexte. Mais évidemment, le contexte même maintenant est meilleur. André, c'est quand même grave, parce que si vous niez ce qui s'est passé en octobre 2000, il y a eu quand même des centaines de morts. Lorsque la junte militaire a refusé de céder le pouvoir au vainqueur de l'élection, qui était Gbagbo. Les élections. Oui, mais c'était une catastrophe. Là, en l'occurrence, on pouvait parler de catastrophe. En 1995, avec le boycott actif lancé par M. Ouattara et M. Gbagbo, il y a eu des catastrophes parce qu'il y a eu des morts d'hommes. Donc, je veux dire, on ne peut pas relativiser la portée du mot catastrophe. On peut prévoir une catastrophe dans le contexte dans lequel nous nous trouvons. Non, mais après, c'est comment chacun apprécie le mot catastrophe. Non, mais c'est la même chose qu'on vous avez sorti ici. Excusez-moi, je le dis comme ça, c'est la même chose qu'on m'a sorti ici sur la désobéissance civile. Pendant longtemps, je me suis fait passer pour un pitre parce que je dis non, les gars, la désobéissance civile, il est clair que ça veut dire empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent. La désobéissance civile, ça ne veut pas dire, c'est pas le mot américain. Quand Rosa Parks, elle a lutté pour les droits des Noirs aux États-Unis, quand elle a fait la désobéissance civile, elle s'est assise dans le bus et puis elle n'a rien fait. Et puis, elle a refusé de se lever. Voilà, elle a refusé de se lever. La désobéissance civile, c'est pas d'appeler les gens à aller bloquer d'autres qui vont aller au travail, etc. Non, allez, je vais finir, on parle pas là-dessus. Vous avez entendu ça dans la bouche du président Gbagbo? Non, je ne parle pas de désobéissance civile. Non, mais je veux dire... On va passer à un autre point, si vous le voulez bien. Excusez-moi, mais finissez Alain, tout ça. Il ne faut pas non plus interpréter dans le mauvais sens un propos qui était d'ailleurs pas le seul de cette interview, dans laquelle il appelle à l'unité, au dialogue, à la discussion. Je pense que c'est cela l'essentiel. Maintenant, comme on le fait, parce que c'est la responsabilité d'un leader politique, si je peux me permettre de le dire, quand il dit « unissez-vous
faites en sorte qu'on évite des affrontements. Parce qu'après le 31, ça risque d'être la catastrophe. Mais c'est le propos de tous les hommes politiques de Côte d'Ivoire. Oui, mais voilà, donc il l'aurait dit. Allez, André, merci beaucoup. Je vais permettre à Ce que j'allais dire, c'est qu'on peut interpréter comme on veut le mot catastrophe, mais il ne faut pas oublier que c'est une interview qui était très attendue, pas seulement par l'opinion internationale, mais par la population. Et quand une population voit le président Laurent Gbagbo affirmer « on va vers la catastrophe », c'est déjà un argument qui fait prendre de panique. Et ce n'est pas... Et on s'attendait... Et je pense que la population s'attendait à un discours qui soit porteur d'espoir et d'unité. Merci Anna. Et comme il n'y avait pas que catastrophe dans cette interview, on va évoluer s'il vous plaît, messieurs. Voilà. Il a également parlé du report des élections. Et à ce propos, je voudrais qu'on voit une autre vidéo. Voir l'ex-président de la République aller dans l'ambassade de Côte d'Ivoire demander un passeport, c'est un peu honteux pour le pays, non? En effet. C'est un peu honteux pour le pays. Il y a des choses qui se font quand on est éduqué, quand on est civilisé, quand on mène une politique correcte. Vous diriez qu'Alassane Ouattara manquait d'élégance à votre égard? Beaucoup d'élégance. Il manque vraiment d'élégance. Vous l'aurez noté, cet extrait-là était relatif à la question du passeport. On va revenir à cette question. Mais très rapidement, pour la question du report des élections, le président Laurent Gbagbo s'est également exprimé. Effectivement, oui, il s'est exprimé sur le report des élections, je pense. Après, on a parlé du fait que son interview n'était pas celle qu'on attendait, en tout cas pour la majeure partie des personnes attendaient. Chacun pense ce qu'il veut, mais je pense que derrière ça, il faut surtout retenir le fait que Laurent Gbagbo a voulu, surtout à travers cette interview, pouvoir être fédérateur finalement et venir parler autant aux populations ivoiriennes, mais également aux différents acteurs de cette scène politique pour éviter qu'on arrive à ce qui te fait peur, la catastrophe. C'est pour ça que moi, quand je commence par dire que j'avais beaucoup d'espoir. Pourquoi j'avais beaucoup d'espoir? Beaucoup d'espoir parce que c'est Laurent Gbagbo, ça a été quelqu'un, on a dit toujours, qui sort justement de ces années de prison. Donc j'attendais de l'espoir sur l'avenir du pays, j'attendais de l'espoir sur ça. L'espoir de l'avenir du pays, sur le renouvellement de la classe politique. J'ai bien compris tout à l'heure, dans l'interview, que pour le renouvellement de la classe politique n'est pas à l'ordre du jour au niveau de Laurent Gbagbo. Et déjà, mais ça me fait penser, Laurent, parce que c'est une question de Gbagbo. Déjà, sur ça, les trois hommes politiques qu'on a, évidemment, on le sait, ils ne sont pas différents. Bédier n'est pas prêt à céder le pouvoir, on l'a vu dans quelles conditions, enfin le pouvoir, Alassane non plus. Et Gbagbo Laurent, le progressiste, quand même, n'oublions pas que c'est le penseur de gauche qui ne pense pas tout de suite à la jeunesse. Vous voyez, donc on est toujours dans une classe politique qui est encore très approchée au pouvoir. C'est pas une question, André, il dit, c'est pas une question d'âge biologique, c'est une question de maturité. On joue bien avec les mots. Il a même dit que c'était antidémocratique, et il n'a pas tort. Parce qu'effectivement, au nom de quoi devront-on empêcher quelqu'un qui a 70 ans ou 65 ans de céder sa place à un jeune leader politique de 35 ans. Mais au nom du consensus national? Ah non, mais le consensus... Mais le consensus, c'est dans la Constitution. Le consensus n'existe que par la Constitution. Oui, c'est ce que je dis. Si les textes disent qu'au-delà de 75 ans, vous ne pouvez pas être candidat, il n'y a pas de souci. Oui, bien sûr. Lui-même, Gbagbo est celui qui promeut le respect des textes. Mais en Côte d'Ivoire, il se trouve que par des arrangements, M. Ouattara et Bédié ont fait sauter la limite d'âge. Donc on ne va pas reprocher à Gbagbo d'avoir encore une ambition politique, de vouloir être président. Je ne sais pas quel est son calendrier. Je peux lui reprocher, ça dit encore, bon, on n'est pas d'accord quand je fais des reproches à Gbagbo, on ne va pas encore être d'accord quand on fait à Ouattara et à Bédié. Pour moi, sur ce coup-là, les trois mais ça c'est factuel, pour utiliser ton terme. Oui. Est-ce que ce n'est pas le RHDP qui a fait sauter le verrou de la limite d'âge? Moi, je suis d'accord. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Mais le progressiste... Ne reprochez pas à celui qui a 90 ans de se lever le matin en se rasant et en pensant à être président de la République. Mais voilà. Mais c'est pas comme vous dites, c'est le RHDP. Merci Edith. Merci. Mais que les jeunes s'affranchissent de cette gérontocratie, de ceux qu'ils appellent les papas, les mamans ou les tontons, les vieux. Enfin, moi, ça me choque toujours d'entendre un jeune leader politique appeler un homme politique, oui, mon père. Non, mais attends, franchement, il faut arrêter. D'accord. Non, moi, ce que je voulais dire, sur ce plan-là, on ne va pas dire que Gbagbo est différent des autres, parce que même si la Constitution lui ouvre la voie... Mais personne n'a dit cela. Je n'ai pas dit le cas. J'ai dit, moi, ce que j'étais en train de dire, c'était ça. Tu pensais qu'il était différent des autres? Oui, parce que tu ne connais pas les hommes politiques. André, on a l'impression que c'est
quelqu'un qui attendait quelque chose. Dans Il a tellement mis sur un piédestal, peut-être, finalement, mais dans vos voilà, réactions, c'est pareil. c'est quelqu'un qui attendait quelque chose avec certain espoir et qui n'a pas reçu ce qu'il voulait. Oui, c'était un peu ça aussi, parce qu'on n'imagine pas comment les populations se sentent aussi, elles attendent. On a beaucoup d'espoir en ces leaders. Donc quand ils viennent, ben moi aussi, je suis comme monsieur tout le monde. Donc on a envie qu'ils nous disent quelque chose qui va vraiment nous glacer, nous calmer. Après, il ne donnera pas des propos juste pour glacer, non. Il donnera des propos qui se basent sur des faits, sur ses estimations, sur son analyse personnelle et tout ça. Je rejoins pour son passeport. Il estime que c'est honteux que lui, président, aille demander son passeport à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Il estime que là, on est... Oui, là, vous le dites depuis longtemps. Il a tout à fait raison. Vous êtes de celui qui a depuis longtemps affirmé que c'était pas normal qu'un ancien président puisse aller lui-même... C'est un échec de la classe politique. Qu'il soit obligé d'aller... Parce qu'il ne le fait pas de gaieté de cœur, à la base. Vous estimez que là, c'est un échec? Il a tout à fait raison. C'est le point également aussi à prendre en compte, là où c'est vrai que tu trouves que son interview, finalement, n'était pas celle que tu attendais, parce que peut-être qu'il n'y a pas eu trop d'esclandre, finalement. Mais moi, le point qui m'a le plus touché, c'est lorsqu'il a fait remarquer que... il a la possibilité de venir. Et ça m'a fait penser finalement à Kémy Séba. Il a la possibilité de venir, parce que bon, c'est assez simple de venir en Côte d'Ivoire, mais qu'il ne veut pas le faire, qu'il ne compte pas le faire. Elle dit c'est assez simple. Parce qu'il ne veut pas créer des palabres. Parce qu'il ne veut pas créer des palabres, il ne veut pas que, même en étant dans sa résidence, qu'il y ait des policiers. Il a raison pour donner la... Pas seulement des palabres avec les autorités. Moi, je peux vous dire ici qu'au moins 2 pays d'Afrique de l'Ouest ont proposé le passeport diplomatique. Sont prêts en tout cas à délivrer un passeport diplomatique au président Gbagbo et à Charles Blé Goudé. Mais le président Gbagbo est un légaliste. C'est ça. Il y a un État qui est en Côte d'Ivoire et lui, il jouit encore de ses droits civiques. Et en tant que citoyen de la République de Côte d'Ivoire, il a droit à un passeport. Et même mieux, à un passeport diplomatique en tant qu'ancien chef de l'État. Donc il demande simplement aux autorités de prendre leurs responsabilités. Sinon, Kémy Séba a annoncé être en Côte d'Ivoire depuis le 24 octobre. On ne sait par où il est passé. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais le président Gbagbo, il a dit « je peux me rendre en Côte d'Ivoire, mais je ne le ferai pas parce que j'attends des autorités que... » Peut-être qu'il peut décider de rentrer. Oui, le processus est en cours, c'est un discours politique. Non, moi je pense que les autorités en réalité n'avaient pas envie ou intérêt à le voir sur le territoire avant et durant la campagne électorale. Une chose est sûre, une phrase qu'il faut retenir de cette interview du président Laurent Gbagbo, c'est respecter la Constitution. Oui, c'est important. Mais c'est important. On en parlait d'ailleurs dans nos émissions avec l'ancien préfet Vincent Toby, c'est qu'on a besoin d'institutions fortes. D'abord, le respect de la parole qu'on donne en tant que détenteur de la parole publique, quand on est ministre, chef de l'État, dirigeant, etc. Et puis le respect de la Constitution. Et d'ailleurs, quand il respectait la Constitution, je ramène cette phrase-là à une image du président Ouattara qui sort cette fameuse Constitution-là. Donc finalement... En plus d'avoir la gauche, il faut la respecter. Oui. Bon. Donc ils se rejoignent. Non, et puis bon, sur le respect aussi, je voudrais que... on ne pense pas que notre interprétation vaut respect. Parce que le respect aussi, c'est de respecter ce qu'a dit aussi le Conseil constitutionnel. Oui, voilà, parce que c'est ça aussi, respecter la Constitution. Ouais. Parce que de toutes les façons, soyons clairs là-dessus, le Conseil constitutionnel, en tout temps et en tout lieu, va éliminer des candidats. Et c'est le Conseil constitutionnel qui a le dernier mot. Et donc, bon, après, c'est à quelle dose on est prêt à accepter le verdict du Conseil constitutionnel. C'est ça qui pose débat, qui pose problème. Une chose est sûre, en dernier mot pour cette interview, nous avons retenu du président Laurent Gbagbo qui l'a dit, il faut discuter, il faut négocier, il faut parler ensemble. Aujourd'hui, pour sortir de cette crise, sa solution, c'est la négociation, la discussion, l'échange. Et il le rappelle qu'en 2002, il a également utilisé la négociation, il a accepté de négocier, il a accepté de discuter également. Lomé, Accra, voilà, il a rappelé tous les accords. Pretoria, Ouaga. Le dialogue, la négociation et le consensus ont toujours été des solutions. Oui, bien sûr. Et l'arme d'effort. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Et discutons. Non, on est d'accord. De toute façon, on est déjà assis. On est déjà assis. On a des points de vue qui ne sont pas forcément les mêmes sur ce plateau. Mais c'est ça la démocratie. On est tous d'accord pour que notre Côte d'Ivoire reste dans la paix. Exactement. Merci. Place au point de stress avec le candidat Mike Danon, lui, qui a préféré s'exprimer sur une chaîne de télé qui est suivie par les Ivoiriens, qui est faite pour les Ivoiriens. Et d'ailleurs, il a été reçu par des professionnels, André Bois et Alain Toussaint sur notre plateau. On reviendra certainement tout à l'heure pour le décryptage. D'ailleurs, je vous propose un extrait, un grand point de cette interview-là avec Mike Danon. Suivons plutôt.
Bonsoir et bienvenue dans Candidat approché. Vous le savez, ici on parle de politique et ceux qui ont des mots à dire sur la scène politique, ce sont les politiciens. Et lui, est-il un politicien? Mais en tous les cas, il nous l'a fait savoir à travers des grands coups sur notre porte. On a fini par la lui ouvrir. Il est avec nous, c'est le candidat président Mike Danon. Bonsoir, président candidat. Bonsoir Alain, bonsoir moi, je suis très ravi d'être là et je veux juste vous dire que j'adore votre générique. On vous a vu venir ici avec une urne. Oui, c'est l'urne de vote. Nous sommes dans une période où l'élection, il y a toujours des problèmes, des irrégularités en Afrique en matière d'élection. Donc moi, en tant que candidat président, je me promène avec mes urnes et je récolte moi-même les votes de mes partisans. Mais vous préparez la fraude? Non, ce n'est pas une question de fraude, c'est un fonctionnement légal qui permet de ne pas exposer mes représentants dans les bureaux de vote ou mes partisans. Donc moi, en tant que candidat, président, je vais vers mes votants. Mais après, il faut que je précise aussi, j'ai ramené un papier, ça c'est le bulletin de vote. Voilà, je vous le présente. Mais il est étrange. C'est le bulletin de vote. Mais vous êtes tout seul dessus? Ouais. Oui, parce que c'est mon vote. Si les autres veulent qu'ils financent leur bulletin de vote, ça c'est le mien. Maintenant, je vous montre comment voter. C'est-à-dire que le bulletin, il est là, je vous le présente. La case, elle est là. Si vous faites une croix, c'est bulletin annulé. Si vous faites un cochage, c'est bulletin annulé. Ce qu'il faut faire, c'est... Allez. Qu'est-ce que c'est? Une pomme? Vous mettez un cœur. Ah, un cœur. Voilà. Vous mettez un cœur, là, le bulletin, il est validé. Vous pouvez voter partout où vous êtes, sur Internet, que vous soyez ivoirien ou pas, que vous ayez une carte d'électeur ou pas de carte d'identité. Moi-même, le candidat ici présent, je n'ai pas de carte d'identité, je n'ai pas de carte d'électeur. Et pourtant, votre vote sera pris en compte. Oui. Bon, écoutez. Ça, c'est un bulletin, Alain. Merci, monsieur le président. Voilà, candidat. Voilà, ça fait office de Bon, vote. je le prends, mais avec vous, effectivement, on n'est jamais à une surprise près. Écoutez, parlons de ce programme de gouvernement. Ah, d'accord, nous allons parler du programme de gouvernement. Là, ça devient sérieux. Vous changez des lunettes pour y voir plus clair. Oui, pour y voir plus clair. Plus Merci, clair. Ça, mon vraiment, cher c'est le Alain. cas de le Merci. dire. Merci, mon cher Alain. Alors, mon programme de gouvernement, il est simple. Oui. Il se baptise, il se dénomme Programme de là à là. Mais nous voilà avancés. Voilà, on avance très bien parce que si l'Ivoirien est là, je le ramène là. C'est-à-dire que si vous êtes dans une position très basse, on s'élève. Voilà. Donc le programme s'appelle de là à là. Parlons de cette configuration de gouvernement. Qui sont ceux qui vont animer cette équipe de gouvernement? Pour être un ministre du gouvernement, il faut être beau, il faut être sportif et il faut être intelligent. Il faut que quand le gouvernement ivoirien arrive, c'est une télé-réalité. C'est Miss Côte d'Ivoire que Voilà, vous organisez? c'est plus que Miss Côte d'Ivoire, c'est le Miss Gouvernement Monde. Les Ivoiriens s'interrogent. Ils vont nous poser quelques questions. On a un membre du public. Si vous êtes élu président, qu'est-ce que vous allez faire pour les loisirs des jeunes? Loisirs, c'est un peu compliqué parce que les jeunes Ivoiriens boivent beaucoup. Donc on va adjoindre ça aux résultats scolaires. Ça veut dire que si tu as 18 de moyenne, si tu passes en classe supérieure, bien sûr, toutes les boîtes te seront ouvertes. Ça, dans mon gouvernement, tu arrives, tu prends ce que tu veux. Ça s'appelle la réforme Jack, tu vois. Parce que Kalao vous dit, on sait que ça les allume dans les rues. Jack, champagne. Ah ouais? Parce que si tu as envie de boire, qu'il n'y a pas de boisson dans le pays, et qu'il te faut juste un 18 de moyenne pour boire une SRS qu'un shot, tu vas travailler. Que pensez-vous du cas des jeunes filles minimisées dans la société? Une jeune fille qui arrive à majorité vivant sur le sol ivoirien, qu'elle soit ivoirienne ou même étrangère, à 18 ans, tu as un Range Rover. Et ça, nous avons déjà échangé avec le concessionnaire. J'ai fait un tour. Déjà, vous pouvez voir les photos. On a sélectionné quelques modèles. Il y a plus de... Elle est venue, je lui ai donné transport. Elle n'a pas pris de transport. La fille a sa voiture. Votre programme, c'est de la vraie poudre de perlimpinpin. Il faut trouver l'argent. Comment on fait? Économie, déjà, finance. je vais faire ce qu'aucun président n'a fait dans ce pays. Je vais régler toutes les dettes. Okay. Si vous avez mangé dans un maquis, j'ai envie de dire, l'année dernière, que vous n'avez pas payé, que vous êtes obligé de raser les murs, je règle votre facture. Parlons de sécurité, armée et défense. Oui, déjà, il faut savoir que les militaires, les soldats de Côte d'Ivoire ont beaucoup travaillé ces 10 ans. 82, 99, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2011, c'est trop. Ils méritent maintenant de prendre une pause. Alors, tous les militaires de Côte d'Ivoire et les soldats auront des congés de 6 mois, payés aux frais de l'État. Eh bien, pendant ce temps, comment on fait?
les vigiles sont là. Vous n'avez pas idée de la capacité d'un vigile à courir. Il faut leur donner leur chance et permettre à nos vaillants soldats de se reposer un tout petit peu. En quoi croyez-vous? En tant que candidat, je crois en la Côte d'Ivoire. Et je crois au Dieu Tout-Puissant. Et bien sûr, je serai le candidat qui aura toutes les religions. Voilà. C'est-à-dire que le vendredi, j'irai à la mosquée. Le dimanche, j'irai à l'église. Donc, le dimanche, ce sera un peu compliqué parce que catholique, base d'honneur, protestant, donc je vais devoir faire ça toute la journée. Et en semaine, bien sûr, il faut respecter tout le monde. On va sacrifier quelques poulets, voilà, et passer chez les commiants de temps en temps, histoire que voilà, toute cette ambiance laïque de la Côte d'Ivoire soit respectée. Il y a un sujet quand même qui préoccupe les Ivoiriens, vous l'avez évoqué tout à l'heure en parlant de maîtresse, c'est la question de la polygamie. Oui, la polygamie, vous savez, c'est un sujet très important. Je pense qu'on va aborder dans le même sens pour respecter tout le monde, mais ce sera à condition. Voilà, c'est à condition que sur ta feuille de salaire, voilà, ta femme sache exactement combien tu touches. C'est-à-dire que ta carte de crédit, si tu veux être polygame, ta femme aura ta carte de crédit. Ton employeur doit signifier à ta femme quand tu es venu au travail ou quand tu n'es pas venu au travail. Mais c'est du flicage. Et la liberté d'aller et de venir, monsieur le candidat président. C'est seulement quand tu es monogame. On a entendu, on a écouté même avec beaucoup d'attention son programme. On va lui donner le mot de la fin. Vous savez, tout politicien rêve de rentrer dans l'histoire. Et historiquement, il faut retenir que j'ai été le premier candidat à poser ma candidature, le premier candidat à ouvrir la campagne, le premier candidat à faire le buzz, le premier candidat à fermer la campagne. Et fort de tous ces titres-là, j'aimerais dire à la Côte d'Ivoire que nous sommes un pays de paix et de réconciliation nationale et qu'il faut désarmer vos cœurs, il faut vivre en paix, il faut framponner dans la paix. Voilà. Donc on dit tous c'est Djinzin, mais il faut que ce soit Djinzin dans la paix. Voilà, c'est mon dernier mot de la fin. Bravo Mike. Excellent. Franchement, je crois que vous avez eu du fil à retordre avec lui. Oui. En tout cas, je voterai pour lui. C'est toi, tu as gravé ta tête. Oui, c'est ça. Attends, il a déjà une électrice. Non, et puis j'en fais partie également. Oui, absolument. Même s'il avait imposé la polygamie. Non, mais il a mis des conditions assez strictes pour ceux qui veulent devenir Non, polygames. et puis Mike Danon, c'est le bon compromis. C'est le renouvellement de la classe politique. Et c'est comme il dit, c'est entrer dans une nouvelle ère de l'histoire. C'est surtout un populiste. Oui, surtout. Un danger pour la démocratie. Vox Populi, Vox Dei. Non, Vox danger. Vox Dangeri. En tout cas, c'est un Merci. progressiste. Merci à vous. Alors, je rappelle que c'est un extrait, parce qu'on n'a pas passé que des extraits, c'est un extrait de l'interview de Mike Danon que vous pourrez trouver en intégralité sur nos différentes pages des réseaux sociaux et sur les différentes plateformes également. Bon, mesdames, messieurs, on a été très heureux de vous avoir à nos côtés. Merci à vous, chers téléspectateurs. On vous retrouve très très vite, lundi, sur ce même plateau-là. D'ici là, prenez grand soin de vous et des autres et que Dieu garde la Côte d'Ivoire, Dieu vous garde.